Je vais faire une vidéo pas longue et technique pour débunker un sophisme, une rhétorique qui est revenue, je pense, dans mes archives entre 50 et 100 fois, donc je le considère comme quelque chose d'assez robuste, qui n'est pas une production individuelle. Là, il a été diffusé par Koala et by Polisario, des coloniaux, son arrobas c'est sans sursis. Bon, Koala, c'est un troll célèbre, donc je vais pas le... Il aime bien participer aux joutes verbales. Voilà, bon, je vais passer parce que j'ai tellement d'archives rigolotes avec son combat contre les tacos. Bon, ce qu'il dit c'est clair, mais c'est du troll de fond. C'est ce que j'appelle les trolls de fond. Voilà, c'est-à-dire que la structure de construction de la théorie proposée, elle a un enracinement trollique. Après, le gars, il se prend tellement au sérieux qu'il finit par croire à sa propre théorie. Donc, passons, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. C'est pas des mensonges injonctions de la part de Koala, c'est... Bref. Par contre, des colos, elle ment tout le temps. Elle considère que c'est la fin justifie les moyens et que le mensonge est une arme. Je l'ai enregistrée, elle l'a dit, bon voilà, à des heures où elle se confiait. Et cette habitude de mentir sciemment la conduit, et ça elle s'en rend pas compte, à développer des fois avec un lyrisme appuyé et fougueux, des arguments auxquels c'est pas qu'elle y croit, mais elle pense, enfin disons que si on lui dit, et là, t'as menti, elle vous répondrait, ah non là, sur ce coup-là, je mentais pas, j'étais sincère. Or elle ment. Et vous voyez, c'est à force de prendre l'habitude de mentir, il y a les moments où elle pense ne pas mentir, elle est encore en train de mentir sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'elle développe des arguments d'avocat, des avocats qui visent l'erreur de procédure, de faire acquitter leur client non pas parce qu'il est innocent, mais parce qu'un tampon n'a pas été mis à l'heure, ou parce qu'une vérification n'a pas été faite, ou un papier n'a pas été rendu. Et là, elle pense sincèrement que c'est gagnant dans un débat qui ne se situe pas devant un tribunal, qui n'est pas réservé au petit jeu des avocats, voilà. Là, son argument, c'est de dire qu'il y a toujours eu des loupards et des délinquants et des jeunes fougueux qui font les imbéciles sur la place publique. Et elle a été reprise par plusieurs arrobas de gauche, qui militent à gauche, qui se bercent d'illusions. Donc, ils disent, ouais, on a des rapports disant que les loupards se baladaient et tapaient sur des gens au hasard, etc. Bon, moi, j'ai la chance d'être vieux, et en plus d'avoir facilement accès à pas mal de statistiques, à condition de bosser une demi-heure, ce que je ne ferai pas pour les loupards, puisque j'ai connu cette époque très bien, j'étais en âge mûr, j'étais en âge pour connaître cette époque. Donc, ensuite, elle va dire, je vous parie que dans les gens qui ont tout cassé après la victoire du PSG, vous avez des gens qui ne sont pas musulmans. Donc, elle utilise l'argument, il existe au moins une personne qui n'est pas musulmane, en argument pour dire qu'il y en a qui ne sont pas musulmans. Oui, c'est formellement vrai, mais le pourcentage est assez petit. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'en gros, la jeunesse fougueuse, les lacostéennes qui ont fêté le PSG sont composées à 80-90% de musulmans, ce que peut contester, même pas par eux-mêmes d'ailleurs. Ensuite, elle dit, je suis contente d'avoir vu Ben Laden ridiculisé. Alors là aussi, Ben Laden n'est pas de leur point de vue ridiculisé, il est encensé. De même que ceux qui se sont baladés avec un t-shirt avec Mohamed Merah écrit dessus, à aucun moment avec un maillot, avec un numéro de maillot de foot, à aucun moment ces jeunes qui ont fait fabriquer ces t-shirts, parce qu'avant de les avoir, il faut les fabriquer, n'avaient l'intention de se moquer de Mohamed Merah. Ils l'encensent, ils en ont fait leur héros. Et on a l'habitude, et on l'a beaucoup vu en 2014, ils faisaient pareil avec divers personnages de Daesh qui étaient leurs idoles. Alors là, le pourcentage est plus petit par contre, c'est pas 80% qui idolâtrent Ben Laden et Mohamed Merah, mais c'est pas non plus 1%. C'est un nombre qui se situe quelque part entre, je sais pas, disons entre 10 et 50% de ces admirateurs de la testo et de l'association que eux font avec l'islam. Pour eux, l'islam c'est la religion de la testo. La testo c'est être du côté de Mohamed Merah, de Ben Laden, d'Abou Bakr al-Baghdadi, etc. Et après, il faut touiller, il y a les situations individuelles. Voilà, mais derrière tout ça, il y a le sentiment chez eux que l'islam, dans la façon dont ils perçoivent l'islam, encore une fois, favorise ça. Donc c'est les sourates 5, 8 et 9 du Coran, plus quelques autres sourates. Et c'est les sourates qu'on appelle, des gens disent parfois les versets de l'épée, c'est les sourates du djihad. Et ces jeunes prennent leur complément d'information, pas seulement dans le Coran, mais auprès de tout un tas de prédicateurs littéralistes qui insistent sur le fait qu'il faut mener le djihad contre l'Occident, etc. Mais surtout, et c'est là où moi, en tant qu'observateur, j'interviens, ils espèrent aller au paradis. Et ils espèrent éviter de brûler vif éternellement dans l'huile bouillante, en étant maintenus réveillés, en sentant toute la souffrance que ça induit. Et c'est là où c'est très important, c'est que d'abord, si on était comme eux, si on croyait comme eux à ça, à cet au-delà, même si on croyait qu'il y a une petite probabilité que ce soit vrai, c'est-à-dire 3%, on ferait comme eux, on serait même pire. Moi, j'ai observé énormément les convertis, ils sont pires que les musulmans d'origine, qui ont baigné doucement, voilà. Les convertis, ils vont cash, à part quelques-uns, mais enfin, voilà. Et il y a un lien
qui est basée sur l'au-delà. Et il y a une peur qui est celle de l'enfer. Il y a une espérance qui est celle du paradis, et j'ai mis dans ma TL, il y a plein d'extraits de jeunes qui se sont engagés pour Daesh ou qui se sont engagés dans des djihad divers et variés pour aller au paradis. Okay. C'est-à-dire que pour eux, c'est très simple, on va au paradis. C'est comme vous allez à l'aéroport de Roissy le 28 juillet pour décoller le 29, vous faites peut-être, soit vous dormez sur les bancs de l'aéroport, soit vous allez à l'hôtel pour décoller pour le Club Med. Ok, vous espérez vivre un mois de bonheur. Bon, le mois d'août. En France, la France dort au mois d'août. Tout le monde part en vacances. Et eux partent au djihad pour aller au paradis. Et au plus haut niveau du paradis, et surtout pour éviter l'enfer. Donc vous avez la carotte et le bâton. Et voilà, c'est comme ça que... Et donc vous avez... C'est comme ça que ces masses sociologiques, ce qu'on va appeler les lacostéennes, perçoivent à leur manière, je sais qu'ils sont critiqués par d'autres musulmans, mais je veux dire à leur manière, ils perçoivent leur enjeu. Maintenant, si on compare avec les loupards, il n'y a rien chez les loupards qui les motivait d'autre que purement terrestre et d'être des cons. Enfin, d'être des... Voilà, ils estimaient qu'ils étaient dans un mouvement, un marxisme indéfini, consistant à dire, puisque le monde nous exclut, nous allons l'exclure. D'autres s'entraînaient pour devenir de bons mafieux. Ils essayaient de se viriliser, de vaincre la peur. Alors ils s'entraînaient à aller au charbon et taper sur des passants, des monsieur tout le monde. Ça leur permettait de se dire on est au-dessus de la masse. Là, c'est pas le cas de ces jeunes qui se voient et qui se vivent comme potentiellement de futurs moudjahidines. On est sur autre chose, d'accord? On est sur des motivations qui sont extrêmement différentes, qui sont beaucoup plus rationnelles s'agissant d'islam. Alors évidemment, je suis pas en train de dire que c'est rationnel de croire à l'islam. Je suis en train de dire, une fois admis qu'on croit à l'islam, il est assez rationnel pour un certain nombre de personnalités de se radicaliser et de viser le paradis et d'éviter l'enfer. Et de considérer que le reste, un peu de la discussion snob et inutile. Voilà, on n'est pas du tout dans ce schéma sur les loupards, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été très puissants dans la société, c'est pour ça aussi qu'ils disparaissent facilement. Vous prenez un loupard, vous le mettez dans une cage, vous l'attachez à une chaise et il baisse la tête, il est tout timide, hein. C'est le syndrome d'Orange Mécanique avec le policier à la fin, on l'apprend qu'à la fin, le héros, mais il faisait le mariole et puis à la fin on s'aperçoit que c'était le jour de grève de la police et le mec son vrai métier était policier, il avait profité de son temps libre pour faire le con. Le loupard, on est plus dans un schéma de ce type, c'est-à-dire une fois qu'il est attrapé, il est tout piteux, il baisse la tête. Alors, ça peut aussi être le cas, parce que ça, c'est une question de personnalité de certains lacostéennes, mais en moyenne, c'est pas du tout le même schéma. On ne fait pas le poids en tant que monde libre ou monde occidental, on ne fait pas le poids face à brûler vif éternellement dans l'huile bouillante en étant maintenu réveillé. 30 ans de prison, c'est rien, c'est une promenade de santé à côté de cette torture et de cette souffrance. Et donc, pour répondre à la question individuellement, il faut regarder quelle probabilité de... Et c'est là où c'est pas dit, puisque le musulman se présentera comme quelqu'un qui est sûr que l'islam est vrai, alors que la réalité réel qu'il ne l'avouera pas en public, c'est qu'il n'est pas sûr que c'est faux. Il est sûr qu'il n'est pas sûr que c'est faux, et donc il ne prend pas de risque, il ne joue pas la roulette russe. Et donc ensuite, en fonction de nombre que vous allez attacher, et qui sont à déterminer pour chacun, et qui changent d'un individu à l'autre, une fois d'ailleurs réglé la question de l'interprétation des textes, puisqu'il y en a d'autres qui perçoivent les textes autrement, pour certains, vous dites, tu vas prendre 30 ans, j'en ai rien à foutre, l'islam d'abord, le paradis d'abord, l'enfer avant tout, il faut l'éviter, et vous allez pouvoir leur dire ce que vous voulez, comme ils y croient vraiment avec une certaine force, ils ne vont pas prendre le risque. Et donc ils ne vont pas s'écraser et baisser la tête comme des loupards. Peut-être que physiquement, ils vont le faire, peut-être que, voilà, parce qu'ils vont vouloir sortir plus vite de prison, donc ils vont faire de la bonne conduite et tout, mais globalement, ils ne seront absolument pas dans une démarche rééducable sans apostasie, sans recherche d'apostasie du sujet. C'est-à-dire que vous allez pas, ils vont pas ressortir avec les mêmes croyances et vous foutre la paix. On se dira, ah ouais, non, la prochaine fois on m'a dit je risquais 20 ans. Mais non, mais ils s'en foutent de risquer 20 ans. Ok, donc les deux phénomènes n'ont absolument rien à voir, même si ils partagent en commun celle de la violence. Enfin, si vous voulez, vous avez soit la non-violence, soit la violence. Donc, si vous mettez dans le même sac toutes les violences, vous n'avez pas fini de faire alors là, pour le coup, des sophismes. Okay. De même que la violence mafieuse de l'Amérique du Sud, elle est organisée, elle est hiérarchisée, elle est structurée, ils sont capables d'aller très loin, d'acquérir des armes, d'acquérir même des armées, même ils ont des cuisiniers, c'est-à-dire des gens, des mafieux, qui appartiennent intégralement aux mafias, et dont le seul boulot à temps plein, du début jusqu'à la fin de leur vie professionnelle de mafieux, c'est de faire la cuisine. Ils ne tuent personne, etc. Par contre, ils sont prêts à avoir certains réflexes en cas de phénomène exceptionnel. Bon, bah, c'est encore un troisième truc, il est moins grave que le djihad, mais c'est quand même un troisième truc, et c'est un truc qui a une pérennité plus forte que le phénomène des loupards, qui eux pour le coup ne sont payés par personne, agissent gratuitement, et en gros c'est comme des jeunes qui vont chier dans un gymnase à 14 ans et qui sont très contents d'emmerder le monde. Bah eux ils tapent sur des passants au hasard, oui, ils sont délinquants par avachissement, mais le loupardisme c'est peut-être une forme de délinquance qui est la plus facile à éradiquer et qui n'a jamais énorme. Alors
Après, vous avez des dysfonctionnements de la justice et des institutions républicaines, mais les loupards n'ont jamais posé un énorme problème autre que éviter les erreurs de logistique. Voilà, ils ne sont pas très motivés à être des loupards, et voilà, ils ne défendent pas des causes, et surtout, ils ne sont pas une menace. Hein. Je rappelle que la spécificité du musulman, c'est l'enfer. Il a peur d'aller en enfer et il veut aller au paradis. Et donc, pour lui, c'est bien plus réel que cette vie. Vous allez, voilà, si vous ne changez pas ça, vous n'allez pas obtenir grand-chose s'il a décidé qu'il interprétait l'islam de manière djihadiste, de manière moudjahidiniste. Ce serait peut-être un meilleur mot pour les comportements des jeunes fougueux, adolescents qui sont pas... Je rappelle qu'en France, on en a 1000 qui sont partis en Syrie, et sans compter tous ceux qui n'y sont pas partis parce qu'ils n'ont pas réussi, mais qui s'apprêtaient à y aller.